Roxana, Solène Figues et Xavier, c'est vraiment des nageurs qui nous est rêvé. Il y a août 2004, la victoire de l'or sur le 400 nage libre. Ça a donné vraiment une impulsion à cette natation. Des années d'avant, de 2006 aussi à Budapest, il y a 15 médailles et Claude Fauquet à ce moment-là, qui est DTN, dit c'est la naissance d'une équipe. 2008, c'est quelque chose qui est marquant, peut-être négativement pour nous, même si ça reste une course mythique quand même. Même à Rio, ça commence déjà aussi un peu à être plus compliqué. Il y a tout un environnement autour qui n'est pas forcément bon pour les nageurs à ce moment-là. Je parlerai du 31 juillet 2024, le doublé de Léon, qui a été un moment de joie extraordinaire pour la natation française. Enfin, Florent Manodou à la ligne 1 qui fait un clapping juste avant sa finale du 50 mètres nage libre, c'est iconique, quoi. Eh bien, Mylène, Jonathan, bonjour. Comment vous allez? Bien, et toi, Joris? Moi, ça va, Jonathan? Bah écoute, parfait. Ça va, Joris? Très bien, on est en forme, je vois ça. Est-ce que rapidement, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous pouvez rapidement vous présenter? Mylène, à toi l'honneur. Si. Je suis ancienne athlète de haut niveau, quelques années en équipe de France. Et puis ensuite, j'ai arrêté de nager. J'ai mis un terme à ma carrière en 2014. J'ai été directrice d'un équipement sportif, donc une piscine, hein, sinon c'est pas drôle, pendant 7 ans. Et depuis octobre 2022, je suis cadre technique à la Fédération française de natation. Très bien, on reste dans le milieu de la natation. Oui, je me suis jamais trop éloignée. Jonathan? Moi, je suis journaliste, je suis rédacteur en chef à la Fédération française de natation. Alors je suis journaliste depuis 2012, rédacteur en chef depuis 2022. Ok. Et voilà, j'écris le Natation Magazine, entre autres, le Lindo et le livre Natation française ce rêve d'or, qui est sorti il n'y a pas longtemps avec mon collègue Louis Delvinquière, à qui on passe le bonjour. On y reviendra tout à l'heure, hein, c'est tout l'objet de cet épisode. Mais avant de commencer et de se plonger dans l'histoire de la natation à travers vos émotions, vos récits, est-ce qu'on peut déjà savoir quel est pour vous le moment le plus marquant de la natation française? Mylène, je te laisse te mouiller. J'aurais du mal à donner une date et je vais en donner deux si tu es d'accord. C'est toi, Ouais. c'est toi qui dirige. Parce que c'est difficile de... Enfin, c'est pas une question évidente, hein. J'ai réfléchi à cette question avant de venir. Je vous ai donné quelques pistes. En fait, pour moi, il y a août 2004, la victoire de l'or sur le 400 nage libre. Ça a donné vraiment une impulsion à cette natation. Et je me revois derrière ma télé, là, en me disant, mais waouh, c'est possible. C'est extraordinaire ce qu'elle a fait. Déjà, elle l'a annoncé, elle l'a fait. Ça, c'est pas très français de base. Totalement. Donc ça a été quelque chose d'émouvant, de très fort, et ça a donné une impulsion, on aura l'occasion de dérouler sur la suite. Et pour faire un grand saut après dans le temps, je parlerai du 31 juillet 2024, le doublé de Léon, qui a été un moment de joie extraordinaire pour la natation française, mais ça a permis une vraie communion avec l'ensemble du public aux Jeux, dans les autres installations sportives et aussi en France. Pour moi, c'est deux dates qui marquent l'histoire de la natation française. Donc on est sur 2004-2024, Oui. un saut de 20 ans. Très bien, Jonathan. Elle m'a un peu piqué mes deux dates. Ah, voilà, fallait dire avant. C'est comme ça. Non, c'est vrai que ça dépend aussi du contexte, du moment, de la manière dont on l'a vécu. Moi, je me rappelle 2004, effectivement, j'étais devant ma télé aussi. Et alors, j'étais nul dans l'eau. Donc, moi, j'avais pas le rêve d'être champion olympique parce que je savais que je pouvais pas l'être. Mais j'avais ce rêve de vivre ces compétitions-là de l'intérieur, d'être journaliste, d'aller interroger ces sportifs-là. Donc, ça a créé aussi d'autres vocations au-delà des vocations de nageurs et de nageuses, je pense. Londres 2012, c'était fabuleux aussi. Alors Mylène, je pense qu'elle n'a pas osé en parler parce qu'elle est pleine d'humilité, mais On y reviendra à sa place. mais c'était magnifique. C'était des jeux incroyables. Il y avait des médailles tous les soirs ou presque. C'était vraiment fou ce qu'on a vécu. Le relais, Florent, Camille, Yannick. Enfin voilà, vraiment c'était vraiment une compète extraordinaire. Et puis après, les Jeux de Paris, c'était encore différent parce que là, pour le coup, je l'ai vécu de l'intérieur cette fois. Et c'est vrai que le doublé de Léon dans les tribunes, je pense que mes collègues étrangers se rappellent encore de ma réaction et celle de Louis à côté de moi. On n'arrivait pas à tenir en place alors que c'est pas une réaction de journaliste normalement de faire ça. Mais là, pour le coup, il n'y avait plus rien, quoi. Il n'y avait plus de barrière, c'était juste de la joie. Je note que vous avez triché et que vous avez pris plusieurs moments, mais c'est pas grave, hein. C'est qu'il y en a tellement qu'on peut pas choisir. Mais on n'a pas évoqué avant 2000, parce qu'on est resté à 2004. On va un peu parler de cette époque-là pour comprendre un peu la période actuelle. Jonathan, avant les années 2000, la natation française, elle n'est pas très dominante. Il y a quelques grands noms qu'on peut citer ici et là, mais il n'y a pas forcément une force de frappe. Effectivement, c'est pas un collectif au sens propre du terme, je pense. C'est vraiment des individualités qui fonctionnent par-ci par-là, mais il n'y a pas encore cet esprit collectif, ce groupe France. Je pense que chaque nageur travaille un peu dans son coin, essaye des choses. Il y a encore ce complexe d'infériorité, je pense, à ce moment-là, par rapport aux grandes nations, aux Australiens, aux Américains. Et on arrive en compétition internationale, on est français, on se fait tout petit, on se dit c'est déjà super d'être là.
Et je pense qu'il y avait encore ce truc-là de se dire, c'est super, on est en équipe de France. Et c'était un peu un aboutissement, ce qui n'a plus été le cas après. Et effectivement, il y a des grands noms qui ont réussi à avoir des médailles. On parle d'Alfred Nakache, il y a Yvonne Godard dans les années 30, qui a été recordwoman de France de toutes les épreuves en âge libre. Jean Taris qui a fait des records du monde. Il y a eu les records du monde avec des relais 4 fois 200 mètres avec Alex Gianni, toute l'équipe du cercle des nageurs de Marseille. Donc il y a des Français qui faisaient des records du monde, qui faisaient des médailles aux Jeux Olympiques. Mais voilà, il n'y avait pas encore, je pense, je ne l'ai pas vécu de près, mais il n'y avait pas encore cet esprit collectif qu'on a connu par la suite. Moi, pour citer quelques noms, alors forcément, j'ai pris des notes parce que je n'étais pas encore né. On a Jean Boiteux en 1952 qui est champion olympique au 400, Christine Caron, argent olympique en 64, Michel Rousseau qui a commenté la natation par la suite en 72 qui est médaillé de bronze olympique, Franck Exposito que l'on croise au bord des bassins encore, même si il nage plus, en tout cas pas beaucoup en 92, Roxana Maracineanu qu'on va évoquer après encore, et bien évidemment Xavier Marchand que l'on connaît peut-être plus maintenant qu'avant quand il était nageur, paradoxalement, mais en tout cas grand nom quand même. Xavier faisait partie des nageurs qui nous, parce que du coup c'était les grands de l'époque de ma génération, et c'est vraiment des Roxana, Solène Fiquet, on en parlera sûrement tout à l'heure, mais Xavier, c'est vraiment des nageurs qui nous ont rêvé. Il y a eu peut-être moins d'icônes qu'aujourd'hui, mais c'est vraiment des athlètes qui nous ont fait rêver déjà à l'époque. Florent disait que c'était l'une de ses idoles, Xavier Marchand. Je crois qu'il avait même des posters de Xavier dans sa chambre d'adolescent. Donc, voilà. On dit quelque chose aujourd'hui, on révèle des choses. C'est ça. Aux Jeux Olympiques de 2000, la natation française elle est 13e avec une médaille d'argent. Pourquoi la France, selon toi, Mylène, avait un peu de retard? C'est une histoire de structure, c'est une histoire de professionnalisation, des autres qui trichent un peu? Comment ça s'organise? C'est difficile. Oui, il y a eu une grande période de dopage avec l'Allemagne de l'Est, c'était bien avant, mais il y a, mine de rien, c'est difficile de donner une raison, c'est sûrement multifactoriel. Par contre, peut-être ce qui a donné un bel engouement derrière sur la natation française, on peut peut-être penser que Claude Fauquet, quand il est arrivé en tant que directeur des équipes de France sur la fin des années 90, et DTN en 2001, on en a suffisamment entendu parler, les critères de sélection qui avaient été très difficiles, et du coup ils sont partis au début en équipe vraiment avec pas beaucoup de nageurs. Mais par contre, derrière, ça a donné une dynamique. Alors aussi bien sur l'exigence de critères de sélection, j'y vais, mais j'y vais pas seulement pour être en équipe de France, c'est ce que tu disais Jonathan, mais du coup je peux avoir accès à des finales et à des médailles, mais aussi à créer réellement un collectif en mettant des regroupements d'équipes de France, partir en stage et créer vraiment une dynamique. Donc je pense qu'il y a eu ce virage-là. Est-ce que c'est la seule raison? Je ne sais pas, mais en tout cas ça peut en être une. Effectivement, je pense qu'il y a eu, pour rebondir sur ce que tu disais Mylène, il y a eu peut-être un premier déclic en 97 à Séville. Les championnats d'Europe où Xavier Marchand remporte une médaille, Julien Sicot aussi je crois, si je dis pas de bêtises, Roxana, enfin voilà, c'était une génération où ils ont eu pas mal de médailles à ce moment-là, et quand on leur en parle, ils disent tous qu'ils ont vécu leur plus belle équipe de France à ce moment-là et qu'ils ont été regroupés juste avant à Font-Romeu, et c'était une des premières fois où ils étaient regroupés comme ça en stage avant une compétition internationale avec des entraîneurs fédéraux, etc. Et ça vient juste après 94 à Rome et 96 les JO d'Atlanta où pour le coup il y a 0 pointé. Et donc Séville, je pense que c'est un premier déclic dans cette construction et dans le fait de se dire que c'est possible, qu'on est français mais on peut monter sur les podiums. Puis après il y a le titre de Roxana à Perth l'année d'après en 98, le premier titre de champion du monde pour la natation française. Donc je pense qu'effectivement toutes ces choses-là ont permis à la natation de se professionnaliser et de se rendre compte de changer les mentalités, de se rendre compte qu'on pouvait gagner. Très bien, on arrive du coup progressivement vers 2004, le fameux moment, le moment de bascule. Mais avant de ça, il y a eu Sydney avec Roxana qui a une médaille d'argent olympique du coup à Sydney. Et Lucien Lacoste aussi, que je suis obligé de citer, qui est devenu directeur des équipes de France de 2000 à 2004. Petit clin d'œil à mon ancien entraîneur. Je sens qu'on a envie d'en parler, on va en parler franchement. Laure Manodou en 2004, tu ressens quoi Mylène quand tu vois ça? Ça fait rêver en fait, vraiment. Je pense qu'on était tous derrière notre écran à se dire que, c'est ce que je disais tout à l'heure, que en fait elle a rendu les choses possibles en disant ok, on est français, on peut annoncer qu'on va briller et le faire, et en plus de quelle manière quoi. Et à 17 ans, c'était juste incroyable. Je me souviens vraiment de ce moment comme si c'était hier quand elle arrive derrière le pot avec son t-shirt, les deux prénoms sur son t-shirt. C'était juste incroyable, elle a maîtrisé la course parfaitement et vraiment ça a déclenché quelque chose, non seulement en termes de perf, mais aussi d'image, clairement. Je pense que ça a changé les choses au niveau de l'image de la natation. Derrière, elle faisait des pubs simplement, on n'avait pas ça au niveau de la natation, donc ça a déclenché des choses aussi sur les sponsors sans doute.
mais ça a été le début de quelque chose. Et c'est pour ça que je l'ai cité tout à l'heure comme moment marquant de l'histoire de la natation française. C'est le début de quelque chose. À cette même Olympiade, à ces mêmes Jeux Olympiques, on a Malia Metella qui fait médaille d'argent au 50 nage libre. J'ai l'impression qu'on l'oublie un peu. Alors, je suis d'accord avec toi, mais moi pas du tout personnellement, parce que non seulement elle fait une médaille d'argent, mais elle fait aussi 4e du coup sur le 100 nage libre, et ce qui est une perf exceptionnelle. Totalement. Et vraiment, moi c'était la course que j'affectionnais à ce moment-là, le 100 nage libre, et on en parle un peu moins parce que c'est forcément Laure gagne, donc ça, deuxième titre de l'histoire de la natation française après Jean Boiteux, donc c'est quelque chose qu'on évoque, mais il y a eu les performances de Laure. Il y a eu Solène, il y a eu Hugues, donc ça a été des Jeux Olympiques qui ont marqué le début de... En fait, l'équipe de France vient glaner plusieurs médailles lors des Jeux Olympiques. Donc c'est aussi pour ça que c'est un fait marquant, ces Jeux Olympiques. Je ne sais pas si Jonathan, tu as quelque chose à rajouter. Effectivement, c'est tout ce que dit Mylène est très juste. C'était Laure, elle est arrivée avec cette espèce d'insouciance et en même temps tout ce travail qu'elle a fait et à 17 ans de se dire voilà, j'arrive, j'assume, je gagne, je viens, je gagne. Et c'est vrai que c'est extraordinaire. Alors peut-être que ça vient de tous ces critères-là qui ont été mis en place avant, avec où ils étaient à 5 à Fukuoka en 2001. Après, ça se construit un peu au championnat d'Europe déjà en 2002. Il y a un peu plus de médailles, etc. Donc peut-être que ça vient de tout ça. Peut-être que c'est un talent juste hors norme, comme on en connaît très peu et comme il y en a tous les 20-30 ans en natation française. Mais en tout cas, c'est vrai que le fait de donner cet espoir-là aux autres et de montrer qu'elle peut monter sur la plus haute marche, elle est là avec ses lauriers sur la tête, son grand sourire, tout va bien. Et je pense qu'effectivement, à ce moment-là, elle fait du bien aussi parce que le sport français cherchait aussi des icônes et des modèles. Et la natation n'en avait peut-être pas encore. Et en tout cas, peut-être à l'époque, avec Christine Caron, qui a aussi été pas mal médiatisée. Mais voilà, je pense qu'il y a toute une génération qui cherchait des modèles sportifs. Et elle en a fait partie. Elle est arrivée au bon moment. Elle a saisi l'opportunité. Et après, ça a découlé sur de très belles choses pour la natation. Justement, la suite, elle s'inscrit un peu dans la même lignée. Hein. Il y a Alain Bernard qui rejoint un peu cette équipe de choc, que ce soit de 2005 à 2008. Mais malheureusement, 2008, c'est quelque chose qui est marquant, peut-être négativement pour nous, même si ça reste une course mythique quand même. On parle souvent de ce relais 4x100 français chez les messieurs qui malheureusement finit deuxième, alors même que ce serait vu comme quelque chose d'assez exceptionnel. Hein. Mais la course fait qu'on avait pensé alors tout au long de la course. Comment on vit un peu cette émotion-là, Mylène, à ce moment-là? J'étais derrière mon écran, je n'étais pas qualifiée, c'était déjà une épreuve en soi, du coup de les regarder, c'était un échec pour moi sur cette Olympiade. Et je me souviens très bien de cette course. Alors je m'entraînais avec Alain, donc forcément, tout à l'heure tu nous demandais voilà, les meilleurs moments, mais pour moi, on peut pas. C'est difficile de dissocier des réussites sportives sans y mettre les émotions. Je pense que si on aime le sport, c'est parce que c'est à travers les émotions que ça nous fait vivre. Et cette course a été chargée en émotions. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de déceptions. Après, il faut aussi recontextualiser. L'équipe de France nage 3,8, c'est encore le record de France. C'est encore le temps réalisé par les Américains en finale ce jour-là. C'est aussi toujours le record du monde. Le record du monde avait été battu en série en 3,12. Là, il tombe à 3,8 en finale. La perf est énorme. Et il s'avère qu'il touche juste derrière. Ce que je retiens vraiment de ce moment qui a été douloureux pour les 4 gars qui étaient derrière le plot, c'est que derrière Alain, il se remobilise particulièrement, de manière exceptionnelle, parce qu'en fait, il arrive à faire abstraction de toute cette vague qu'il aurait pu prendre dans la tête, parce qu'en fait, la course se passe de manière à ce que... On parlera beaucoup de cette histoire de vague, etc. Mais n'empêche que la compète, elle n'était pas finie. Et c'est ce que je pense que c'est un peu le fait marquant des grands, c'est que je sors d'une course, peu importe comment elle s'est passée, je suis déjà connecté et concentré sur la suite. Et Alain, il sort de là, et en fait, il fait ce qu'il fait sur le 100 nage libre en gagnant derrière, et puis en faisant une 3e médaille avec le 50 nage libre. Donc, c'est vrai que le 4x100 nage libre a été difficile sur ce moment-là, mais derrière, les Jeux de 2 minutes se sont bien passés pour la natation française. Et je pense que ça rend d'autant plus belle la victoire de 2012. Parce que là, ils étaient vraiment morts de faim. Avant qu'on arrive à 2012, il faut citer un peu ce qui s'est passé en 2008. Amaury Levaux qui fait l'argent sur le 50. Alain Bernard, tu l'as dit, hein, qui prend l'or et aussi le bronze. Hugues Dubosc en bronze aussi au 100 et au 200 brasses. Moi, personnellement, j'étais derrière mon écran, je me rappelle, c'était la nuit, mais je me levais pour ça. Et franchement, personnellement, je trouve ça fou déjà qu'on puisse se dire qu'on est déçu d'une 2e place sur un relais 4x100 où on n'a jamais eu de médaille aux Jeux Olympiques. Enfin voilà, on arrive et ça prouve le changement de mentalité dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné,
Les mecs qui sont là, avant, t'arrivais, tu faisais finale, déjà, t'étais content, t'avais fait une belle équipe de France, t'avais battu ton meilleur temps peut-être. Et là, on se retrouve à être déçu d'une médaille d'argent sur le 4x100, qui est l'épreuve que tout le monde attend à chaque fois, derrière les Américains, à si peu de centièmes, alors qu'on était en course pour l'or tout le long. Donc, je pense que c'est le scénario qui fait qu'on est déçu en fait. Oui. Si on est 2 secondes derrière et qu'on est deuxième, à aucun moment on est déçu. Le scénario de la course fait que c'est dramatique. Et c'est bien que la dramaturgie soit retournée dans l'autre sens 4 ans après, ça, on en est très fiers. Mais voilà, moi je trouve qu'à ce moment-là, se dire qu'on est déçu de ça, c'est déjà une étape aussi de passer mentalement. C'est de se dire, en fait, on se contentera plus jamais de la médaille d'argent. Si on peut aller chercher l'or, on ira la chercher. Et je pense que ça donne une autre image à la natation française. On est attendu, il faut l'assumer. Maintenant, c'est comme ça. On n'arrive plus à une compétition en se disant on verra bien, je fais mon meilleur temps, je rentre en finale. Non, il faut, tu es là, tu prétends au podium, peut-être même à la médaille d'or, donc tu y vas. Et effectivement, il y a toute cette génération avec Amaury, avec Alain qui fait ses 2 médailles, Hugues, voilà. Et à ce moment-là, je pense que ça naît aussi de cette équipe des années d'avant, de 2006 aussi à Budapest. Il y a 15 médailles. À l'époque, c'est le record au championnat d'Europe de Budapest en 2006. Alors, il y a beaucoup de records à Budapest, mais en 2006, c'est le premier. Il y a 15 médailles. Et Claude Fauquet, à ce moment-là, qui est DTN, dit c'est la naissance d'une équipe. Parce qu'on commence à apprendre à gagner. Il y a des potentialités encore inexploitées dans cette équipe. On est avec des jeunes qui sont morts de faim, qui ont envie, qui ont des ambitions, qui n'ont pas peur de le dire. Et je pense qu'à ce moment-là, c'est ce qui fait la différence. Cette revanche, on va la prendre en 2012, mais avant, il y a eu un petit chemin quand même. Il y a eu 2009, notamment à Rome, avec toute cette histoire autour des combinaisons, des records à foison, etc. Mylène, tu veux peut-être en parler un peu de 2009 ? Il y a toujours une musique spéciale pour les records du monde. En fait, c'était la musique de la compète. C'était une catastrophe. Série, demi-finale, finale, ça n'en arrêtait plus. Du coup, ça banalisait la performance, que j'ai trouvé très dommage. Sans parler du fait qu'on mettait 1 heure à mettre une combi sous 40 degrés dans ce bassin magnifique, effectivement, de Rome. À 41 records du monde, je crois. Ouais, c'était vraiment très particulier, pas forcément agréable. On se disait qu'on espérait que ça change rapidement au niveau des combinaisons, parce que c'était pas très plaisant, franchement, pour nous. Il y a eu des bonnes performances et je me souviens de la 5e place de Camille Lacour au 50 dos, qui je pense pour lui a été une étape importante dans sa carrière. Donc les petits jeunes qui marchent bien, Clément Lefer avait bien nagé aussi. Donc voilà, tout ça, il y a, on va dire, les têtes d'affiche qui confirment, et puis il y a ces petits jeunes qui veulent aller chercher plus sur les années d'après. Ça a été une étape importante 2009, mais je pense que, en fait, c'est ce que tu disais, Jonathan, les choses ont changé. On venait en compétition pour gagner des médailles, on l'affirmait, et du coup, chaque rendez-vous, on était au rendez-vous, il n'y avait pas de rendez-vous manqué en fait. C'était pas on verra dans 2 ans. Non, c'était l'équipe de France est présente sur chaque événement important, répond, et il y a toujours des médaillés, et il y a une ambiance qui se crée aussi. Je pense qu'une dynamique collective qui se crée à ce moment-là. Effectivement, Camille, tu parlais de Camille à Rome, il en a souvent reparlé. J'en avais reparlé avec lui, et il me disait que effectivement, c'est assez fondateur, et l'année d'après, d'ailleurs, en 2010, il se manque pas cette fois, et il fait ses premiers titres de champion d'Europe. Mais je pense qu'effectivement, cet obstacle-là, à un moment donné, ces échecs-là ont servi, et c'était plus vu comme j'y arrive pas, ou voilà, c'était tout de suite une remise en question, et se dire là, cette fois, j'ai pas réussi, mais ce sera la dernière fois. Et la fois d'après, c'était corrigé, et ça faisait médaille, quoi. Puis après, il y a toute une génération qui arrive, qui apporte du sang neuf. On parle de Charlotte Bonnet, on parle de Mélanie Hennig, Agnelle, Muffat, etc. Et ça nous emmène forcément vers 2012. On a envie d'en parler, on a envie de le revivre peut-être même. Je suis obligé un peu de te donner la parole, Mylène, toi qui l'as vécu de l'intérieur. Comment ça s'est passé, un peu cette ambiance à Londres ? Déjà, je pense que pour moi, Londres démarre à Budapest en fait. Parce qu'en 2010, donc on vit ces championnats d'Europe à l'époque encore en bassin découvert, et puis pas à la Duna Arena encore telle qu'on connaît maintenant. Mais c'était une compétition qui était assez incroyable de par la densité du nombre de nageurs français engagés. Des médailles, il y en avait sans arrêt. Et en fait, on est première nation européenne. C'était hyper marquant pour nous. On ressort de là vraiment déterminé, hâte de la suite. Et je pense que voilà, dans la continuité déjà des éditions précédentes sur les compétitions internationales que j'évoquais juste avant, il y a quelque chose qui se construit, il y a une dynamique, il y a une volonté de se dire ok, dans 2 ans, on va être fort, on va être très fort, et on va le faire ensemble. Et nous, on commence aussi à mettre des mots sur... je me souviens à Dubaï en 2010, c'est les championnats du monde petit bassin en fin d'année. Nous, les filles du 4x2, on annonce qu'on a envie de cette médaille olympique. C'est pareil, c'est pas quelque chose qui se faisait vraiment. Et finalement, on arrive à Londres, et en fait, il y avait une telle détermination. On connaissait tous le programme par cœur de chacun. Et je ne l'ai pas cité comme meilleur moment
de la natation française, mais il y a un moment qui était absolument extraordinaire où je me souviens, j'étais au village avec Ophélie. Ophélie Cyril-Etienne. On regardait les courses dans notre chambre, dans l'appartement. Et on regarde le 400 nages libres de Camille, parce qu'on avait repos cet après-midi-là. Et en fait, de voir Camille remporter les 400 nages libres au début des Jeux comme ça, franchement, j'en ai encore les frissons, ça nous a transportés. On s'est dit, ok, elle, pareil, elle l'a annoncé, elle le fait. Et nous, on n'a plus le choix quoi, derrière. Il faut qu'on assume. Parce que Camille, elle l'a annoncé, elle veut toutes les couleurs de médailles, elle veut faire elle a 3 épreuves, elle veut 3 médailles. Derrière, il faut qu'on assume. Et en fait, ça a vraiment lancé la compétition. Derrière, le 4x100 nage libre, messieurs, qui explose, course absolument magnifique. Premier jour lancé. Et là, derrière, on se dit, OK, on le savait déjà qu'on avait tous envie de ces médailles. On l'avait déjà affirmé. Mais le fait que ça démarre de cette façon-là, ça lance la compétition de manière extraordinaire. Et surtout, on a tenu le rythme, quoi. Très bon rythme parce que si on le rappelle, Florent Manodou gagne le 50 nage libre, Yannick Agnel, Camille Muffat au 400, au 200, elle fait deuxième. Le 4x100 des messieurs fait forcément premier. Le 4x200 aussi fait médaille d'argent. Ouais. Et chez les hommes et chez les femmes, médaille de bronze avec Mylène dans le relais. Comment on vit du côté de la fédération un peu cette histoire-là? Comment on arrive à la vendre? Comment on arrive à se l'approprier? C'est super. Là, on a quelque chose d'extraordinaire quand même. Là, on peut surfer sans mauvais jeu de mots, on peut surfer sur une vague. Vraiment, on a des athlètes qui gagnent. Alors moi, je me rappelle, je suis arrivé à la Fédé en septembre 2012, donc juste après. Mais au moment de Londres, je savais que j'allais être embauché. Donc je l'ai regardé d'un œil un peu particulier. C'est vrai qu'après, quand j'arrive en septembre... tout est beau. Voilà, tout est beau. On a les championnats d'Europe petit bassin qu'on organise à Chartres en octobre, quelques mois après, je crois, ou novembre, fin 2012, organisé en France. On a envie de voir les athlètes, on a envie d'aller les rencontrer, d'avoir leur ressenti. On a envie de surfer sur la vague. Voilà, Chartres, il y a du monde, c'est un peu tout le monde se retrouve. Alors, je me rappelle, il y avait le rendez-vous de l'Open de France, souvent avant les compétitions internationales, qui était important pour voir les nageurs avant qu'ils partent sur la compétition internationale. Et là, pour le coup, c'était les retrouvailles à Chartres. Et c'était une de mes premières compétitions. Et c'est vrai que c'était fou, quoi, parce que se dire que... Alors, il y a une stat que Mylène m'a donnée tout à l'heure, qu'elle va pouvoir ressortir, mais sur ces Jeux Olympiques à Londres, il y a un nombre de médaillés parmi les nageurs sélectionnés qui est incroyable, quoi. On était 29 sélectionnés, on était 13 médaillés. C'est énorme. C'est énorme. Ça fait un sacré ratio. Donc, en fait, à ce moment-là, il y a, à l'époque de Laure en 2004, quand elle gagne, c'est Laure Manodou. En fait, là, on n'arrive même pas à sortir presque d'individualité, en fait. On a envie de... En fait, la liste s'allonge. À chaque fois, quand moi, je voyais des gens, on me dit « Ah, en natation, ça marche bien. » Et alors Manodou, point. Ouais. Maintenant, c'est « Ah, ça marche bien. Il y a Camille Muffat, il y a Yannick Agnel, il y a Florent Manodou. » Et en fait, la liste s'allonge à chaque fois et au fil des années. Et ça, c'est assez marrant parce que finalement, du coup, il n'y a plus qu'une seule tête d'affiche, même si les gens aiment toujours bien mettre une tête de gondole et les gens derrière. Mais pour moi, en tout cas, et à la fédération, c'était le cas aussi, c'est vraiment... que des champions, quoi. Ils sont tous au même niveau, ils ont tous fait rêver la France et à Londres, effectivement, je pense que c'est aussi le travail d'années derrière, avant où les relais étaient médaillés, parce qu'on parle de Londres, mais il y a énormément de compétitions où tous les relais étaient médaillés sur les compétitions d'avant. En 2004 à Madrid, il y a tous les relais qui sont sur les podiums, 2006 encore. On avait l'habitude de voir ces relais sur les podiums et le voir sur les JO, c'est extraordinaire. Sur les relais et en individuel aussi, ça confirme. Forcément, après Londres, certaines stars s'arrêtent, commencent à arrêter. Il y a une nouvelle génération qui arrive. Il y a peut-être eu un petit creux à ce moment-là. Alors moi, je dirais que le creux, il arrive peut-être un poil plus tard parce qu'à Barcelone, il me semble qu'on est 3e nation mondiale au championnat du monde, avec notamment le 4x100 mètres 4 nages. Pareil, on ne l'a pas cité dans les meilleurs moments de la natation, mais ce 4x100 mètres 4 nages avec la disqualification des Américains, c'est extraordinaire. Moi, je me rappelle, j'étais dans un état, mais c'était pas possible, quoi. C'était la Coupe du Monde de foot, à côté, c'était rien, quoi. C'était extraordinaire et il y avait eu plein d'autres médailles. Jérémy Stravius qui était particulièrement en forme sur cette compète-là. Je crois que ça a été le premier nageur français à se qualifier sur autant de courses. Il avait été qualifié sur 5 épreuves différentes, je crois. Berlin 2014, Florent qui décide de faire champion d'Europe du 50, du 100 mètres, du 50 papes aussi, je crois. Il fait une compète de fou. Après, il fait ses records du monde en petit bassin. Encore aujourd'hui, je ne sais pas comment il a fait le 22-22 sur le 50 dos. Nous non plus d'ailleurs, mais nous c'est plus normal. Et voilà, il y a encore pas mal de belles années. Kazan en 2015, c'est encore des belles années aussi pour les relais. Et après, je dirais que c'est effectivement après Rio que ça devient un peu plus compliqué. Mais même à Rio, ça commence déjà aussi un peu à être plus compliqué. Effectivement, à Rio, c'est un peu plus compliqué. Je pense qu'au-delà des performances et de l'état de forme, je pense qu'il y a tout un environnement autour qui est
pas forcément bon pour les nageurs à ce moment-là. Je pense qu'il y a une atmosphère, une ambiance. On parlait tout à l'heure, Mylène disait qu'il y avait un collectif, il y avait une ambiance, tout le monde se tirait vers le haut et on attendait à ce que l'autre soit performant. Je pense qu'en 2016, l'ambiance elle est un peu plus malsaine, peut-être. Et voilà, et ça fait que la compétition elle est compliquée, ça fait que le relais gagne pas le premier jour. Et comme tu disais Mylène tout à l'heure, quand le relais gagne, ça lance la dynamique. Et là le relais il fait deuxième. Et en fait on s'est habitué tellement à gagner qu'on le voit sur le podium. Jérémy tout sourire et les 3 autres Marseillais qui font la tête parce qu'ils ont été habitués à aller chercher cette médaille d'or. Ils ont été invaincus toute l'Olympiade. Donc en fait ils arrivent en 2016, pour eux c'est une défaite encore une fois. Elle n'a pas la même saveur qu'en 2008, mais voilà, ça lance les jeux d'une mauvaise manière. Et après en fait le seul espoir, il est presque sur le dos de Florent. Il y a Camille en plus qui passe malheureusement encore à côté sur Sando. Et en fait, Florent, il arrive en fin de programme et il a tout le poids, toute la pression sur les épaules de l'environnement, du public, de la fédération, de tout le monde qui veut d'être champion olympique. D'être champion olympique. Voilà, il faut qu'il soit champion olympique. Ça n'a jamais été fait qu'un Français conserve son titre olympique. Il faut que ce soit lui. Il a gagné depuis 2012, à part à Barcelone en 2013 où il fait 5e, mais sinon, il a tout pour gagner. Et il y a Anthony Irvine pour 1 centième. Qui vient le battre. Et voilà, et en fait, à ce moment-là, mais je pense qu'il le disait d'ailleurs, Florent, il dit je suis arrivé à Rio en 2016 et je suis monté sur le plot du 50 mètres nage libre. Au bout, pour moi, c'était les vacances, c'était la retraite. Et quand tu commences une course comme ça, il le reconnaît encore aujourd'hui. C'est pas. T'as beau être extraordinaire et être le meilleur du monde, si d'aventure tu commences une course comme ça, il y a de fortes chances que ça se passe un peu moins bien que ce qui est prévu. Comment tu vois un peu cette génération qui arrive vers 2016? Comment tu vois un peu ce collectif baisser un peu en termes de résultats, en tout cas de médailles? Finalement, c'est une période qui n'était pas évidente pour la natation. Et moi, c'est juste après le moment où j'arrête de nager aussi. Donc, je prends un peu de recul par rapport au bassin. Je me concentre un peu sur autre chose et plus localement à la direction de la piscine parce que c'est pas facile d'arrêter. Hein. C'est pas à toi que je vais te dire. Merci. Voilà. Et donc, je regarde un peu moins. Je vois un peu moins les résultats. J'ai les échos des copains qui y sont encore et qui me disent bon, bah voilà, l'ambiance, c'est pas forcément facile. Rio, ça a été dur. Ou gentiment un des nageurs qui vient me voir après les Jeux de Rio qui me dit t'as vraiment fait les jeux qu'il fallait, c'était ceux de Londres. Et pas qu'en termes de résultats quand il me dit ça. Donc voilà, je pense qu'il y avait toute une atmosphère qui était différente. Enfin, c'est difficile. On était sur une pente ascendante pendant des années. Ça peut arriver aussi. Il y a des histoires aussi de génération. Hein, que ça soit un peu moins facile. Donc, par contre, voilà, ce qui est difficile dans ces moments-là, c'est quand justement on met le doigt sur ça va pas, les résultats sont pas bons. Moi, je prendrais toujours parti pour dire pour encourager les nageurs et pour avoir des commentaires positifs. Et voilà, je pense que quand on commente les courses, d'essayer de valoriser ce qui est bien fait, même si les résultats sont pas encore au niveau, mais c'est d'essayer de les encourager sur qu'est-ce qu'on fait après parce qu'en fait, si on les encourage pas, derrière, c'est encore plus compliqué pour eux. Ils ont besoin de soutien. Voilà, donc j'étais plutôt là-dedans, un peu en retrait, et en même temps de me dire, faut juste les encourager. Et puis je pense qu'il y a un héritage aussi qui est un peu lourd à porter. On parlait tout à l'heure avant 2000. Alors il y avait des individualités qui gagnaient, il y a des nageurs qui ont fait rêver. Tu parlais de Xavier Marchand, Franck Esposito, etc. Donc c'était peut-être des inspirations, mais je pense qu'à ce moment-là, l'héritage était un peu lourd parce que pour le coup, c'était au-delà juste des excellentes performances. C'était quelque chose de stratosphérique. Et à un moment donné, peut-être que les nageurs qui arrivaient à ce moment-là, les jeunes se disaient ils sont trop forts. En fait, au lieu de les voir plutôt de se dire si eux ils l'ont fait, nous aussi on peut le faire, peut-être qu'ils se disaient ils sont exceptionnels, ça a été une génération incroyable, on n'arrivera jamais à leur cheville. Enfin, je sais pas ce que disaient les nageurs, je suis pas. Mais peut-être qu'il y avait ce petit truc de se dire voilà, eux ils sont incroyables, ils sont exceptionnels. Et je pense qu'à ce moment-là, effectivement, Fabien en parlait, Coralie en parlait. Balmy, de dire qu'à ce moment-là, quand les jeunes arrivaient, ils essayaient de leur donner des petites choses, de transmettre un peu ce qu'eux avaient vécu, de mettre tout ça dans un sac et de leur dire voilà, nous on a vécu ça, si on l'a fait, vous êtes capable de le faire. Et ils leur transmettaient les infos et après, en fait, il faut le vivre pour vraiment le comprendre. Et je pense qu'ils ont juste besoin de temps pour vivre un peu tout ça et vivre leurs propres expériences, pas vivre à travers les autres. Et en fait, je pense que la presse a beaucoup joué là-dedans. Hein. C'est de vivre à travers les autres. Alors Charlotte, quand elle est arrivée, c'était voilà, c'est la nouvelle, c'est la relève, elle prend la relève de Laure Manodou, et en fait tout de suite c'est beaucoup de pression. Et voilà, je me mets dans le lot parce qu'on est journaliste et qu'on a envie de rêver, de pousser les athlètes, mais parfois c'est pas leur rendre service. Et je pense qu'effectivement à ce moment-là, au-delà de l'héritage qui était lourd, c'était la pression de devoir faire aussi bien qu'eux en fait. Et faire aussi bien, c'était être champion, donc être premier, donc c'est compliqué. C'est compliqué, la barre est très haute et pour l'avoir un peu vécu, parce que quand tu l'expliquais tout à l'heure,
quand tu vois l'or gagner, tu te dis c'est possible. Sauf que moi, quand j'arrive, je vois des stars. Et en fait, il y a une distance un peu entre. Tu vois, quand je fais ma première équipe avec Florent Manodou, ben, j'ose pas lui parler en fait. Parce que pour moi, c'est une star, c'est quelqu'un de géant. Déjà, il est grand par la taille, mais aussi par tout ce qu'il représente. Et j'ai du mal à me mettre dans la lignée d'eux. J'ai l'impression de ne pas être légitime en fait à me proclamer un peu le successeur ou en tout cas me mettre dans cette lignée-là. Et ben, en fait, tu y vas peut-être un peu plus difficilement, tu y crois peut-être pas forcément. Tu as l'impression que c'est tellement loin, que c'est tellement trop fort pour toi que ça devient un peu compliqué. Après, chacun le prend comme il veut et chacun se l'approprie. Hein. Je pense que ça a motivé énormément de générations et on y arrive doucement du coup à cette génération qui arrive à 2022, 2024. Ouais, alors je pense que c'est 2017, effectivement, ils sont pas beaucoup à Budapest. Il y a Camille qui fait son dernier titre, il y a Mehdi Metella aussi qui fait une médaille sur 100 crawl. Glasgow en 2018, c'est les championnats d'Europe, c'est une compétition incroyable aussi, Oui. alors que bizarrement, pareil, il y avait ce truc de dire on est dans le creux de la vague et pourtant il y a toutes les filles qui font quasiment des médailles. Les filles. Les filles, effectivement, jouent avec Mylène Souris, ça lui fait plaisir. Fantine qui fait championne d'Europe, Charlotte aussi qui est enfin championne d'Europe. Le relais 4 x 100, c'est d'ailleurs une histoire incroyable quand on leur en reparle aujourd'hui aux filles. Voilà, c'était pas forcément les 4 meilleures amies du monde, mais elles ont réussi à amener le relais sur la plus haute marche du podium. Donc 2018, c'était vraiment aussi une belle année. Et 2019, effectivement, c'est un peu moins bien, mais il y a un certain Léon Marchand qui gagne son premier titre de champion de France à Rennes sur le 200 papes. Oui. Et alors il finit deuxième derrière Jérémy Desplanches, mais du coup il est champion de France. Et voilà, et après il fait ses médailles chez les jeunes. Et là, pour le coup, il le dit lui aussi, hein, il y a une petite pression qui s'installe sur ses épaules parce que on le voit gagner chez les jeunes et qu'à ce moment-là, on compte sur lui pour relever le niveau de la natation française. Et effectivement, après, voilà, ça a été peut-être un peu compliqué. À Tokyo, il n'y a que la médaille de Florent. Mais je pense qu'il y a des premières bases, déjà des jalons qui sont posés à Tokyo. Il y a Maxime qui est 4e du 100 crawl, il y a Marie qui est 6e du 100 pape, il y a Léon qui est 6e du 404. On n'est plus habitué à dire que c'est bien parce qu'on est habitué aux médailles, mais une 4e place olympique, une 6e place olympique, c'est des résultats qui sont extraordinaires. Et je pense que à ce moment-là, ça pose quand même les bases. On est trop exigeant, mais à ce moment-là, je pense que pour Léon, se dire qu'il est 6e pour ses premiers Jeux Olympiques, c'est quelque chose qui va le propulser après. Marie qui est 6e aussi et qui fait le record de France, je crois qu'elle fait un temps incroyable, je me demande si c'est 56-10 ou quelque chose comme ça. À ce moment-là, elle se dit je peux faire des médailles aussi, elle peut y prétendre. Et en fait, c'est là qu'on se disait la notion d'héritage. Là, à ce moment-là, ça se matérialise, ils le vivent. Ils savent qu'ils sont pas si loin. Et je pense que ça va poser les bases pour après 2022, effectivement, qui est une année extraordinaire. Là, pour le coup, il y a eu du travail entre Budapest et Rome. C'était une sacrée année. Ouais. Je pense que le Covid a aussi peut-être aidé certains à prendre un peu de recul et à souffler. Je pense que notamment à Léon qui du coup avait une pression assez monstre sur ses épaules et on voit que cette petite coupure lui a fait du bien. Mewen Tomac aussi, hein, pour le citer, m'avait confié que ça lui avait été bénéfique. Il était revenu en faisant ses meilleurs temps. Mais on arrive forcément à 2024, doucement. Ah, bien évidemment, il y a eu des choses avant. 2022, il y a les championnats du monde, il y a les championnats d'Europe. 2023, il y a les championnats du monde. On a eu pour rattraper ce Covid, on a eu des saisons un peu différentes de d'habitude. Ça a permis de multiplier un peu les chances de médailles, multiplier un peu les compétitions, les confrontations. Ça nous a peut-être permis d'arriver aussi en 2024 aux Jeux avec une équipe rodée. Comment on sent 2024 à l'approche? On le sent bien, je pense, parce que c'est à la maison, parce que forcément, on a envie de briller à la maison. Et puis, effectivement, je pense que là, pour le coup, on a une génération, on a des gens, on a des noms. On peut citer des noms. Il y a Léon, forcément, qui a été champion du monde à Budapest et à Fukuoka aussi après en battant le record du monde de Michael Phelps. Mais il y a Maxime Grousset qui est là, il y a Johan Ndoye-Brouard, il y a Mewen Tomac. Il y a Anastasia Kirpichnikova qui va devenir française aussi à ce moment-là. Il y a Florent qui nous a jamais déçus. Il y a Florent, on sait qu'il sera là au mental, peu importe, il sera là. Et d'ailleurs, en finale olympique, pareil, on en parlait, on n'en a pas parlé, mais enfin, Florent Manodou à la ligne 1 qui fait un clapping juste avant sa finale du 50 mètres nage libre, c'est iconique, quoi. Vraiment, c'est un moment qui m'a marqué énormément. Et je pense que ça contrebalance aussi beaucoup avec 2016. Où est-ce qu'il avait ressenti la pression, qu'il s'était un peu écrasé, alors que là, en fait, il a pris la pression, mais il a rejailli sur tout le public. Il s'en est servi. C'était que du plaisir, là, pour le coup. Moment. Il y avait que du plaisir à prendre, et il le savait, et je pense qu'il a transmis ça aussi aux autres. Et effectivement, quand on voit qu'à Budapest, on fait 8 médailles, quand on voit qu'à Rome, on en fait 12, puis avec des gens aussi un peu différents. Il y a Johan qui est champion d'Europe, il y a Analia Pigré qui est championne d'Europe, il y a Marie qui fait aussi des médailles. Il y a Mélanie qui a fait aussi des médailles à ce moment-là, Mélanie Hennig sur le 50 pape. Donc
voilà, à ce moment-là, on sent vraiment que les médailles peuvent venir presque de partout en fait. Et alors évidemment, il y a Léon qui est la tête d'affiche, mais les médailles peuvent venir presque de partout et c'est forcément positif. Et nous, on espère et on devine presque que ça va être des jeux incroyables à Paris 2024. Et on n'a pas été déçus. Comment on vit ça au niveau de la fédération, au niveau de la partie sportive, en tout cas encadrement, ces Jeux de 2024? Moi, j'étais vraiment sur les équipes juniors à ce moment-là, donc je pars à la Comène. D'ailleurs, je suis pas sur. J'arrive au championnat de France qualificatif pour Paris en cours de route. Donc, je suis spectatrice en fait à Paris. C'est la première fois que je revois des Jeux Olympiques depuis Londres. Beaucoup d'émotions, vraiment. C'était particulier de les vivre de cette façon-là. Et moi, je me disais deux choses. La première, c'est que forcément, c'est une pression particulière pour les athlètes. Une pression de l'environnement, mais aussi une pression qui se mettent simplement tout seuls. Cette envie de performer à la maison. Certains, on pouvait penser voilà, que le moment était le bon et que les choses seraient alignées. Finalement, ça reste du sport et les médailles n'ont pas forcément été gagnées là où ils l'espéraient. Et puis, en même temps, il y a un contexte que j'ai trouvé assez difficile, ce bashing autour des Jeux. Moi, je l'ai mal vécu pour eux parce que j'ai pas trouvé. Bon, est-ce que c'est français? J'en sais rien, mais en tout cas, j'ai trouvé ça très négatif. Alors que pour l'avoir vu en termes de spectatrice, j'ai trouvé ça absolument fabuleux, Paris pendant les Jeux. Et je me suis dit, voilà, c'est dommage que. Et puis il y a eu beaucoup de choses autour de l'eau libre aussi qui étaient très négatives. Par rapport à la CN. Ouais, donc d'un côté, je me suis dit, ils ont la pression de l'événement, que ce soit de l'environnement ou de par eux-mêmes. Et il y a aussi ce contexte un peu particulier, français sûrement, de dire ça va être une catastrophe. Pas d'un point de vue évidemment des performances, mais d'un point de vue d'organisation. Donc je me suis dit c'est quand même pas hyper évident. J'ai pas de doute là-dessus qu'ils soient bien entourés pour se protéger de tous ces commentaires négatifs qui peuvent être faits sur l'événement. Mais en fait j'avais hâte et j'avais vraiment confiance en fait que ça allait fonctionner. Et donc on y allait tous de notre petit pronostic sur les médailles. Et j'ai trouvé ça en tout cas très positif. Avec les collègues de la fédération de pouvoir échanger hors équipe de France 1 parce que j'y étais pas encore, mais j'ai trouvé ça très positif et nous en fait on leur faisait confiance quoi, aussi bien dans l'encadrement fédéral que les entraîneurs et les athlètes. On sentait qu'au niveau de la préparation, parce qu'on on est passé sur certaines années, mais pour le coup la natation à ce moment-là est vraiment un sport professionnel et qui s'est vachement professionnalisé. C'est vrai qu'à l'époque il y avait peut-être aussi moins de moyens, moins de staff. Et là, pour le coup, il y a beaucoup de personnes autour. Des scientifiques. Il y a des scientifiques, il y a une vraie préparation. Tout est millimétré. Voilà, la récupération. Je me rappelle d'une visite aussi à la Défense Arena en fin 2023, il me semble, la reprise de la saison 2023-2024, avec un groupe élargi. Je pense que ça aussi, c'était quelque chose. Alors, même s'il y en a certains qui étaient dans ce groupe-là, qui n'ont pas été aux Jeux Olympiques, mais de se retrouver à ce moment-là, et de se dire, ouais, c'est là, la piscine, elle sera là, les gradins seront là, c'est gigantesque. Et en fait, après, quand tu retournes à l'entraînement, je pense que c'est un boost qui doit être incroyable. C'est ce qui a été fait aussi là, cette année à Los Angeles, où ils ont pu aller voir le Sophie Stadium en janvier. Donc, je pense que voilà, il y a tout ça aussi qui fait que ces jeux-là, on est prêts. On a les athlètes, on a le staff, on a tout ce qu'il faut et on laisse rien au hasard. Et effectivement, voilà, il y a Maxime qui n'a pas réussi les Jeux Olympiques, Grousset, qui n'a pas réussi les Jeux Olympiques qu'il voulait, je pense, en individuel. Mais sinon, c'est vrai que voilà, entre Léon, Anastasia, le 4x100 4 nages le dernier jour, qui est aussi incroyable, Florent, enfin voilà, c'est vrai que ça a été des jeux, que ce soit au niveau de l'organisation, comme tu disais, finalement, ça a été très réussi, et au niveau de l'ambiance, c'était incroyable. La piscine, elle tremblait à chaque fois qu'il y avait un nageur français. Le matin, en série, ça hurlait le nom. Je pense que j'ai jamais vu ça ailleurs et qu'on reverra plus jamais ça ailleurs. En tout cas, nous, en tant que Français, quoi. C'est extraordinaire. Tu aurais aimé nager, Mylène, à ces Jeux Olympiques-là? Oui, forcément, mais c'était pas. Je pense que de vivre un événement en France, c'est quelque chose de génial. Et j'ai beaucoup apprécié les championnats d'Europe en petit bassin à Chartres après les Jeux de Londres. Ça, c'était vraiment génial. Après, j'avais pas de regrets par rapport à ça, mais je me dis que de l'avoir vécu en tant que spectatrice, franchement, c'était hyper émouvant parce que on sentait à chaque fois qu'il y avait un nageur français, peu importe lequel, qui se présentait sur la plage de départ, il se passait quelque chose dans les tribunes. Et j'étais vraiment tellement contente pour eux qu'ils puissent vivre ça. Et je me disais, mais quelle émotion, en même temps, de devoir rester concentré, en même temps de gérer et de gérer ça, là, ce soutien, ce bruit. En fait, c'était vraiment un brouhaha incroyable. Et puis même, ils l'entendaient dans l'eau pour la plupart. Donc, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Et je me suis dit, c'est chouette que
la natation française puisse vivre ça, quoi. C'est vrai que j'avais un peu peur que ça s'arrête à Léon, Florent, et en fait ça n'a pas du tout été le cas. Et tout le monde était à chaque fois, dès qu'il y avait un nageur français engagé en série, en demi ou en finale, c'était vraiment le bruit assourdissant. C'était vraiment quelque chose de fou. Ouais. Mylène, toi qui as connu du coup plusieurs époques en tant que nageuse et après, maintenant aussi, est-ce que tu peux nous donner un peu l'évolution de la natation que tu as pu connaître étant plus jeune et aujourd'hui, à quel niveau ça a évolué? C'est pas une question facile, ça. Non, mais je sais que tu es D'un- forte. D'un point de vue, il y a vraiment un accompagnement scientifique. Je pense que ça soit. Alors, il y avait déjà, au niveau de l'entraînement, les entraîneurs, ils étaient très concernés par rapport à tout ce qui était physio, tout ce qui était lié à vraiment l'entraînement pur. Mais je pense que tout le staff qu'il y a autour, que ce soit la préparation physique. Aujourd'hui, voilà, on a un préparateur physique qui est dédié, c'est plus forcément l'entraîneur qui le fait. Il y a toute une partie scientifique sur l'accompagnement de la performance avec des protocoles de récupération, des mesures de lactate, on teste la force dans l'eau. Enfin, on fait tout un tas de choses qui est vraiment dédié à l'accompagnement de la performance. On prend soin de la santé mentale aussi. C'est quand même quelque chose de très différent par rapport à avant, on en parlait peu. Et je pense que tout ça va dans le bon sens. Je pense que c'est deux époques qui sont différentes, mais qui avaient leurs points positifs dans les deux cas. Je trouve que les nageurs sont très professionnels aujourd'hui, sont très calmes, très posés. C'est vrai, hein, je les trouve très sérieux en fait. Ouais. Et je vois certains athlètes de très haut niveau, que ce soit en France ou ailleurs. Aujourd'hui, ils ont des routines, ne serait-ce qu'à l'échauffement par exemple. Voilà, c'est des choses que Vous ne faisiez certains, pas avant? certains de l'équipe le faisaient, pas tous. Tu faisais partie de quelle équipe? Je faisais pas partie de l'équipe qui s'échauffait très très bien, mais je me souviens par exemple de quelqu'un comme Frédéric Bousquet qui avait une routine d'échauffement qui était juste incroyable. Et voilà, je trouve que ça se professionnalise dans le bon sens, mais sans mettre de côté des aspects hyper importants. Comme je le disais, la santé mentale, l'accompagnement avec aujourd'hui des psychologues et des préparateurs mentaux. Donc je pense que c'est sur ces aspects-là qu'il y a du changement. Et puis après, l'époque est différente. Donc les nageurs, donc des jeunes adultes qui sont différents aussi. Très bien, je crois qu'on arrive un peu doucement vers la fin. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Parce que je crois qu'on a été complet sur plein de choses. Écoute, je pense qu'effectivement, on a bien brossé cette histoire de la natation française. C'est vrai que, comme disait Mylène, moi je trouve qu'aujourd'hui, les nageurs sont une démarche vraiment professionnelle. Ils n'ont plus peur d'afficher leurs ambitions aussi. Et je pense que c'est ce qui a vraiment changé dans cette histoire qu'on vient de balayer, quoi. Maintenant, moi, c'est ce qui me marque le plus, en fait. C'est au-delà des médailles, au-delà des performances, c'est de se dire qu'on arrive et que, en fait, on regarde les Américains dans les yeux, on regarde les Australiens dans les yeux. Et à l'époque, en fait, c'était trop compliqué, c'était trop difficile. Et maintenant, il n'y a pas de problème. On arrive, on est français. Si on est dans le top 5 mondial au moment de la compétition internationale, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas prétendre à une médaille. Et effectivement, ce côté professionnalisation, on affiche ses ambitions. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui a changé, qui a évolué dans le bon sens. Et il faut qu'on arrête de ce côté français de se dire ah bah c'est déjà bien, voilà, on fait ça. Non, en fait, il n'y a pas de raison. Si tu nages 47,5 à la compète de prépa au 100 crawl, pourquoi tu veux arriver et dire ah bah j'ai fait finale, c'est déjà bien. Bah, voilà. Et en fait, il faut l'affirmer. Et je trouve que cette génération-là, ces jeunes-là, ils n'ont pas peur de dire les choses. Et ils font moins attention aussi peut-être à... Alors c'est contradictoire parce qu'il y a les réseaux sociaux et qu'ils regardent peut-être beaucoup, mais c'est pas grave, quoi. Là, il y a Johan Ndoye-Brouard qui a été interviewé par Louis aux États-Unis et c'est dans le prochain Natation Magazine et il dit je veux battre un record du monde cette année. Voilà. Et sauf que c'est quelque chose qui est à l'époque, il y a 20, 30 ans en arrière, c'était impensable qu'un Français dise je veux battre un record du monde. Il le battra peut-être pas, il le battra peut-être, on lui souhaite, mais il l'affirme. Et ce que les gens vont penser de cette phrase, ils s'en fichent en fait. Et je pense aussi que, pour rebondir sur ce que tu disais, le fait d'avoir professionnalisé la pratique et d'avoir vraiment de l'encadrement autour de la performance en plus de l'entraîneur, du coup, ça permet aussi des carrières plus longues. Et le fait justement d'avoir le temps, en fait, on se construit, c'est-à-dire, ok, j'ai eu un échec sur cette épreuve-là, je me suis plantée au jeu, c'est pas ce que je voulais faire, mais je continue sur ma lignée, c'est-à-dire que qu'est-ce que je peux mieux faire aujourd'hui à l'entraînement. Il y a une réflexion globale avec l'entraîneur. Je pense qu'on associe aussi davantage les nageurs adultes à une réflexion sur l'entraînement. Comment je peux faire pour... Je ne suis pas champion olympique, comment je peux faire pour être champion du monde l'année prochaine, pour être champion olympique dans 4 ans. Et je trouve que le fait qu'il y ait cette longévité dans la carrière favorise aussi le fait de s'épanouir dans cette pratique et de construire sur le plus long terme sans devoir se précipiter. Il faut que je sois absolument bon dans 2 ans. Non, je peux construire les choses sur le plus long terme parce que j'ai les moyens de le faire et j'ai l'encadrement pour le faire. Être beaucoup plus acteur de son projet aussi, du coup.
Ben, moi, j'ai pas grand-chose à rajouter. Si, justement, c'était aussi l'optique de ce podcast, c'était aussi de parler du livre. On a parlé du coup de cette génération de nageurs, de cette génération de la natation. Et vous en avez fait un livre à la Fédération française de natation. Effectivement, alors il y avait eu le livre L'Odyssée de la natation qui retraçait les moments les plus marquants de 1992 à 2014. On a pris 2013 et on a pris la suite en faisant le livre Natation française ce rêve d'or qui revient sur les moments marquants de 2014 à 2025. Donc il y en a eu un paquet. Et voilà, je pense que c'est important qu'il y ait des ouvrages comme ça qui restent. On parlait de l'histoire de la natation. Voilà, peut-être que certains qui regardent ce podcast découvrent aujourd'hui certains noms, certains moments qu'on a évoqués. Mais par exemple, un nageur comme Raphaël Fente-Damers, je me rappelle, une des premières interviews qu'on ait faites de lui, c'était au championnat de France qualificatif pour les Jeux Olympiques où il se qualifie. Donc il revient le lendemain parce qu'il n'est pas venu tout de suite avec son épaule blessée. Il revient le lendemain et on lui dit voilà, parce qu'il avait le choix entre plusieurs nationalités, il me semble, et on lui dit voilà, tu es en équipe de France, etc. Et il dit oui, moi j'ai toujours rêvé de l'équipe de France. Sur ma table de nuit, c'était l'Odyssée de la natation. Et je lisais ça et ces champions-là m'ont fait rêver et je veux être en équipe de France. Et en fait, si ce livre peut amener, susciter des vocations comme ça et que dans 10 ans, je suis au bord des bassins et qu'il y a un nageur qui me dit j'avais lu le livre Ce rêve d'or et c'est pour ça que j'ai voulu être nageur, ça sera, voilà, même si on a un, ça sera mission accomplie. Et effectivement, on ne se lasse pas de revivre ces moments avec des belles photos et des beaux témoignages. Bien sûr, il faut les documenter pour que la mémoire ne se perpétue, pour qu'on puisse aussi en reparler dans 10, 15, 20 ans et donner un peu de cette histoire aux plus jeunes. Mylène, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, merci beaucoup, Joris. Mais de rien, on n'a pas fini. Ah, T'as une petite une surprise question. pour nous. J'ai une petite surprise pour vous, un petit quiz entre vous deux pour savoir qui connaît véritablement la natation. En tout cas, merci à tous ceux qui nous ont écoutés. On vous invite à acheter le livre. Natation française, Ce rêve d'or. Il est disponible dans toutes les bonnes librairies, je pense. Il est disponible sur les différentes plateformes, les sites internet. Et puis voilà, peut-être que si vous l'achetez et que vous venez au championnat d'Europe à Paris, vous pourrez peut-être le faire dédicacer par quelques nageurs qui sont présents dans ce livre et avoir un exemplaire collector. On ne sait jamais. Très très bonne idée, je pense que je vais venir le faire. Et merci à tous et on se rejoint bientôt pour un nouvel épisode de Sport Talk. Petit quiz, question qui connaît vraiment l'histoire de la natation. On est parti. Aïe, aïe, Mylène, aïe, Pas très juste. Il est journaliste, hein? combien de médailles la natation française gagne aux Jeux de Londres en 2012? D'accord, ok, pas de souci. Tu réponds directement, Ah 2 ouais, points. quand même. Cash. Jonathan, combien de médailles la France gagne en natation aux Jeux de Paris en 2024? 7. Parfait. Jonathan, qui est le premier champion olympique en natation? Jean Boiteux, et je dirais même, pour être complet, Charles de Vandeville aux 60 mètres sous l'eau à Paris en 1900. On n'est pas allé jusque-là. Mylène, qui est la première championne du monde de la natation française? C'est Roxana Maracineanu. Ben oui. Jonathan, Frédéric Bousquet en 2009 sur le 50 nagib est le premier homme à passer sous les 21 secondes. Quel est son temps exact? 20 secondes 94. Oh là là. Mylène, en 2006, Laure Manodou bat le record du monde du 400 nage libre à tour en 4 minutes 03,03. Elle fait mieux à Budapest en 2006. Quel est le temps exact? Là, t'as des propositions. Oui, j'ai des propositions. Allez, 4,02,13, 4,0050, 3,59,92. 4-0-2-13. 4,02,13. On gardera pas les propositions de réponse, c'est comme si tu avais répondu cash. Ouais, elle Mylène, perd un point quand même là. Elle perd un point. on comptera les points après. Mylène, combien de médailles olympiques a remporté Alain Bernard dans toute sa carrière? 4. Jonathan, combien de médailles olympiques Laure Manodou a-t-elle remporté? Je peux répondre, moi. Non, mais c'est bon, je vais y arriver. 3. Oui. Mylène, quel est le temps exact réalisé par le relais 4x200 mètres nage libre dames français, médaillé aux Jeux de Londres, médaillé de bronze? 7, 47, 49. La triche ça. Bah, non. Elle connaît son histoire. Jonathan, quel est le temps exact réalisé par le relais 4x100 nage libre homme français, champion olympique en 2012? As-tu des propositions, Joris, s'il te plaît? 3,10,32, 3,09,93 ou 3,08,88? 3,09,93. Oui, Ah ouais. 3,08 c'est l'année d'après. Non, 8, mais j'aurais dit 3-10, tu vois. Non, Ouais, 3,09,93. bravo, Jonathan. Bravo. Bravo. Vamos. Enfin, sans faute, hein. Ouais, franchement bien.